qu'une fois qu'une vidéo est virale, c'est très 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 compliqué de réparer les choses. Voilà, on l'a vu avec Jair Bolsonaro au Brésil. Ce sont des personnes qui sont très très fortes en communication sur les réseaux, qui maîtrisent. Et finalement, le mal est fait, et le temps que tu rétablisses la vérité, les gens sont déjà influencés. Alors que si tu repères une vidéo qui commence à être virale, mais que tu lui coupes l'herbe sous le pied et que tu dis bon ben je débunk ça, attends, ce sera mieux quoi. Bienvenue dans Mediarama, le podcast qui explore la galaxie des médias. Ici, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui façonnent les contenus, les usages et les stratégies de demain. Je suis François Desfossés, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Nous accompagnons les médias dans leur transformation digitale. Contactez-moi sur mediarama@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Je suis aujourd'hui en compagnie de Linh-Lan Dao, journaliste chez France Télévisions et plus particulièrement journaliste à la cellule d'investigation de France Télévisions, Les Révélateurs. Linh-Lan, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, vous l'aurez compris ou pas, mais aujourd'hui, on va parler particulièrement de fact-checking, mais aussi d'éducation aux médias sur les images. C'est quelque chose aussi qui est important, qu'on n'a pas beaucoup évoqué derrière ce micro. Donc, je pensais que c'était la bonne occasion de le faire avec toi, Linh-Lan. Alors, pour te découvrir, pour ceux qui ne te connaissent pas, on peut revenir peut-être quelques instants sur ton parcours. Tu es donc passé majoritairement par le service public, mais peut-être aussi au début M6, France 2, France 3, l'AFP. Peut-être une autre expérience que tu veux rajouter ou nous en dire un petit peu plus? Non, bah, c'est principalement ce que j'ai fait. Après, j'ai fait un petit détour par la startup Upday, qui est une application d'infos par Axel Springer, donc qui appartient au groupe Axel Springer, mais qu'on peut trouver dans tous les Samsung. Donc ça m'a vraiment fait une expérience très très différente par rapport au reste de mon parcours qui est plutôt classique. Ouais, j'imagine. Mais au moins, c'est bien. Tu as tiré peut-être des enseignements sur le côté start-up, sur l'agilité. Ouais, Ça peut être des bons c'est ça. atouts. Donc, toutes ces expériences avant de revenir à France Télévisions en 2016, globalement, quelles leçons tu tires de ton parcours? Bah, je me considère un peu comme un enfant du service public, Ouais, parce que bah, je suis entrée en 2008 à France Télévisions, au service société et culture de France 2, grâce à la bourse France Télévisions qui favorise les personnes boursières ou issues de la diversité. Donc voilà, j'ai discrimination positive entre guillemets, donc j'ai eu ma chance. ça c'est Et trop bien. ouais, c'est cool. Et puis non, ce que j'ai adoré, bon, c'est faire du terrain à France 3, quoi. Le journalisme, c'est quand même avant tout rencontrer des personnes, des vrais, aller sur le terrain, discuter avec, et c'est là que j'ai senti que j'exerçais vraiment mon métier. Là, je l'exerce de façon un petit peu différente. C'est du journalisme aussi, hein, l'enquête visuelle, mais c'est différent. Mais c'était Exactement. des années très très riches et très différentes dans les expériences que j'ai adorées. Et donc, clairement, toi, ouais, tu dis enfant du service public, t'y es bien, t'y trouves ton compte, tu progresses, puis en plus, bon, t'es sur des services un peu aussi innovants, donc pour le moment, tu te vois y rester un moment. Ouais, bah, ouais, franchement, bah, pour avoir, pu, travailler ailleurs, je me dis: «Mais quand même, c'est important d'avoir cette notion de service public, de se dire: "Bon, bah, là, je suis pas là pour faire de l'audience, hein", si on fait 0,5, 0,6, bah, je pense à France Info qui a quand même bien progressé Ouais. et où je bossais depuis, 2016 jusqu'à très, très récemment. Je me suis dit: «Bon, bah, on fait pas des audiences folles, c'est en progression, mais au moins on n'est pas dans la culture du clash, on est là pour informer, pour être neutre et Ouais, voilà même quoi, s'il et y a pour moi des c'est super objectifs, important. t'as l'impression de pas te trahir, de pouvoir faire des choses qui sont peut-être plus pointues, moins attendues et voilà, de pas avoir une course au clic, à l'audience et cetera qui peuvent Exactement. un peu trahir, ce que tu veux faire.
Ouais, ouais, ouais. Donc je me retrouve totalement dans l'entreprise pour laquelle je travaille. Je ne fais pas du zèle. Non, non, mais c'est bien, tu vois? Parce que, bah, on a eu sur Mediarama, Vincent Giré, Laurent, Oui. Frisch, donc on a pu voir un peu justement parler de service public et c'est bien. Bon, effectivement, sur ces milliers de journalistes, on peut s'éclater. C'est pas forcément, une nébuleuse, et cetera et donc il y a des choses, il y a de l'innovation et on peut faire de belles choses. Tu en es l'exemple et on va regarder ça un peu plus dans le détail. Donc je le disais, tu es revenu quelque part à ta première maison, France Télévisions en Mmh. 2016, où jusqu'en 2021, donc cette année, tu travaillais pour l'émission Vrai ou Fake. Heu, Comment s'est imposé le fact-checking dans la rédaction? Parce que 2016, bon, c'est un peu les premières années, alors j'ai plus exactement en tête, mais Oui, oui. on c'est un peu les premières années du fact-checking, hein? C'est ça. En fait, on n'a pas commencé tout de suite en 2016, mais ça s'est affiné avec le temps. Je pense que c'est un mélange, d'objectifs, de la rédaction, de se spécia enfin de muscler la partie fact-checking de France Télé parce que voilà, c'est dans l'air du temps. On a vu sur les réseaux sociaux que le nombre de fake news, grandissait et touchait entre guillemets «toute la population» sur les réseaux sociaux et donc on enfin voilà, je pense que ça s'imposait de soi qu'il fallait, travailler sur le fact-checking et débunker toutes les fake news qu'on pouvait voir sur les réseaux sociaux Ouais. et en fait, on n'avait pas du tout commencé comme ça, hein. Moi, j'y suis pas venue vraiment par vocation. C'est marrant, c'est un peu le hasard qui a fait les choses. Mais en gros, on a j'ai un rédacteur en chef qui s'appelle Julien Pain Ouais. et qui lui, il a lancé l'émission Les Observateurs sur France 24 et donc le concept, enfin, c'est de parler de choses qui se passent dans le monde entier, mais avec un réseau d'observateurs entre guillemets qui sont sur place et donc de fact-checker quelque part les événements qui se passent avec des personnes qui sont Locales là, qui connaissent et qui locales, peuvent rétablir la exactement. vérité, qui est pas le filtre, d'un autre pays quelque part. Exactement, et que ce soit, voilà, un citoyen qui est pas forcément journaliste, mais qui reste, témoin de ce qui se passe. Et voilà, et puis on observe sur les réseaux sociaux qu'il y a pas que les journalistes qui diffusent maintenant des vidéos. Il y a plein de personnes qui font l'info, qui sont des citoyens lambda et qui sont pas «professionnels» entre guillemets et c'est pour ça que ça va être important de fact-checker, de vérifier ces choses-là. C'est-à-dire que le flux d'informations est tellement énorme que en tant que service public, en tant que média d'information, on est obligé de se mettre à la page. Et alors, ce qui a imposé le fact-checking dans la rédaction, je dirais qu'il y a eu un basculement après le Covid. C'est-à-dire bah, on avait déjà fait, voilà, on avait déjà commencé avec l'émission Vrai ou Fake, Ouais. qui est une émission hebdomadaire, donc on faisait des sujets, mais on n'était pas à temps plein là-dessus. Et puis après le Covid, et ben on s'est tous mis sur du fact-checking, toute l'équipe, on s'y est mis en télétravail avec peu de moyens. Et on s'est dit, voilà, il y a plein comme le Covid, à l'époque, on n'en savait pas grand-chose, ben, bon, il y a toujours des fake news qui circulent autour du Covid, mais au début, c'était vraiment, Ah, ça a été assez sauvage, ah là ça a là, été très, très wild. le déluge, le déluge. Donc voilà, il y avait plein de fake news sur l'origine du virus qui reste encore flou aujourd'hui, hein. Ouais, clairement, ouais, ouais, c'est clair qu'on pourrait faire presque une émission là-dessus. On ne sait toujours pas aujourd'hui, en octobre 2021, d'où est sorti le virus. Donc, malgré votre travail, quelque part, ça continue le Covid d'être générateur d'énormément de fake news. Oui, bien sûr. Et ce qui est important de retenir dans le fact-checking, c'est qu'on n'a pas forcément une réponse tout noir ou tout blanc. C'est-à-dire que on peut juste dire ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, selon les spécialistes. Et je vais peut-être lancer un pavé dans la mare, mais certains spécialistes disent que c'est possible qu'il se soit, entre guillemets, échappé d'un laboratoire. Donc, à un moment donné, voilà, faut juste essayer de communiquer le plus clairement possible. Ouais, non, mais c'est ça. Et je sais pas si c'est un pavé dans la mare parce que c'est effectivement c'est cette histoire. Bah, on n'est pas, on va pas faire un épisode sur le Covid, la sortie du virus, mais effectivement, tu sens que il y a eu des périodes où en fait dire ça c'était un peu complotiste, et puis en fait tu réalises que bah peut-être certaines études disent que oui, etc. Donc bref, sur ce sujet-là, il y a encore beaucoup de travail, mais c'est ce qui vous a vous donné un coup de boost en tout cas sur le fact-checking avec vrai ou fake. Alors j'imagine, comme on a parlé de 2016, si je reviens un peu en arrière, l'élection de Trump, ça a dû aussi être un énorme sujet pour vrai ou fake. Oui, pas mal. C'est vrai que c'est vrai que Donald Trump, donc ancien président des États-Unis, il disait pas mal de bêtises sur les réseaux sociaux.
Donc, en fait, on pouvait potentiellement fact-checker une déclaration de Trump par jour. Ouais, Donc, ce qui est pas forcément bon en termes de c'est ressources non plus. Tu peux pas passer ton temps à être sur le compte Twitter de Trump. et c'est ça qui est terrible, c'est que, quand on fonde, sa campagne présidentielle sur des fake news, virales, finalement, l'objectif, il est atteint puisque ces fake news circulent énormément sur les réseaux sociaux, se partagent sur WhatsApp. On l'a vu avec Jair Bolsonaro au Brésil. Ce sont des personnes qui sont très très fortes en communication sur les réseaux, qui maîtrisent. Et finalement, le mal est fait et le temps que tu rétablisses la vérité, la bataille est entre guillemets un peu perdue parce que tu arrives après que la fake news soit devenue virale et les gens sont déjà influencés. Donc c'est super dur entre guillemets de faire ce métier tout en gardant de l'espoir. Ouais, Voilà. c'est un peu déprimant, mais en quelque part, vous êtes obligé quand même de le faire parce que sinon, ce serait encore pire, évidemment. Est-ce que je reviens une seconde sur vrai ou fake, l'émission. Est-ce que ce que vous faites, votre travail, il est aussi insufflé dans le reste de la rédaction de France Télévisions? Est-ce que c'est juste, bah, vous avez votre séquence, vous faites votre travail quelque part dans votre coin, ou est-ce que votre travail, il est utilisé au quotidien dans les méthodes de travail du reste des rédactions? Je dirais que l Vrai ou Fake, c'est une émission qui a aidé à pas populariser, mais presque le fact-checking, au sein du groupe, France Télévisions. C'est-à-dire que maintenant les gens, ils savent, à peu près, les en quoi ça consiste, le fact-checking et notre manière de travailler, voilà, au départ, on travaillait juste, au sein de France Info et puis après le 20h de France 2, par exemple, ils se sont intéressés à ce qu'on faisait et ils ont diffusé des sujets qu'on a fait, enfin on a travaillé ensemble. Donc petit à petit, on a commencé, pendant le Covid à rayonner dans plusieurs rédactions et c'est génial quoi, parce que c'est assez transverse finalement le fact-checking. Et Julien, récemment, il a fait une collaboration avec Envoyé spécial, donc ça c'est super cool. Après pour les techniques, à vrai dire, voilà, je sais pas trop si ça a infusé encore, mais c'est vraiment notre but que chaque journaliste ait des techniques minimales de fact-checking rapide, quoi. Enfin, je pense surtout au fact-checking visuel, tu vois, là où, enfin, à l'enquête visuelle, voilà. Exactement, et ça, on va y revenir après puisque c'est ton travail aujourd'hui, notamment dans les révélateurs. Est-ce que tu en parlais rapidement, tout à l'heure, mais quelle tendance tu as observé, toi, dans les sources de fake news? Qui fait des fake news aujourd'hui? Alors, on pense spontanément à chaque fois, on se dit: «Bon, bah, voilà, ça peut être des pays, en fait, qui ont un agenda politique, viennent perturber», mais est-ce qu'il y a il y a des tendances comme ça dans ceux qui produisent des fake news? Bah, oui, en fait, ce qu'on remarque, c'est que dans les milieux, dans les extrêmes, en fait, enfin, voilà, dans les milieux qui sont, très partisans, très fortement, militants ou et dans chaque pôle politique, voilà, qui est à l'extrême, ça peut être de l'extrême droite comme de l'extrême gauche, il va y avoir des fake news. En fait, les fake news, elles sont partout, mais il y a des personnes qui ont pour but de détourner les informations parce que ça leur sert, politiquement. En fait, c'est de la mauvaise foi, en fait. Ils vont être capables de donner un chiffre, sans son contexte, mais parce que, ils ont envie de convaincre les gens de penser comme eux. Donc forcément, Ouais. on les retrouve dans les extrêmes mais par contre, en termes de en fait, je pense que les fake news, elles sont quelque part, voilà, très présentes sur les réseaux sociaux. Elles peuvent être partagées, je dirais à n'importe quel âge. Je pense notamment à des personnes qui ont pas trop la notion du numérique, tu vois? Les personnes d'un certain âge, genre, mes parents, par exemple, ils peuvent être sensibles aux fake news et les partager parce qu'ils ont pas cette notion de prendre du recul et ils peuvent avoir tendance à penser que tout ce qui est c'est parce que c'est sur internet que c'est vrai et du coup, ils Ça ont pas doit être ces vrai. réflexes de prendre oui, c'est ça, Ouais, c'est ils le ont pas, fameux, quoi. il y a aussi des sources, enfin, de personnes enfin, je pense aux youtubeurs qui sont de l'argent, je pense à certaines chaînes YouTube qui mettent des contenus qui sont pas vrais, mais parce que ça leur, rapporte de l'argent, en fait et donc ça peut Ouais, être dans alors n'importe quel pays. j'en ai une, mais je sais plus,
pas le dromadaire ou le chameau, il y a un truc comme Le j'ai lama plus le nom en fâché. tête, mais Oui, voilà, c'est le lama, tu la vois, team j'étais du sur un lama fâché. animal, j'étais sur un caméléon, quoi. Mais j'étais pas sur le bon. Le lama fâché, oui. Le dromadaire bougon. Ouais, voilà, exactement. Je te dis un peu n'importe, Exactement. mais voilà. Et lui, donc typiquement, lui, voilà, il a pas d'agenda politique, mais il joue sur la crédulité. Et plus c'est gros, plus c'est fake, plus ça va faire cliquer et plus il va gagner d'argent, en fait. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Et puis ça touche les jeunes, hein. Par exemple, j'étais, aux assises du journalisme et j'ai reçu des classes, allez, du collège et ils connaissaient tous la Fâché. Je leur disais: «Non mais, ce qu'il y a dedans, c'est vraiment pas vrai». Il me fait: «Ah ouais?» Et ils me répondent: «Oui, alors on s'en doutait que c'était bizarre, mais quand même». Je fais: «Ah non, mais vraiment?» Et je leur explique ce qu'il y a derrière. Je leur dis: «Bah voilà, plus il fait de vues sur YouTube, plus il va gagner de l'argent». Et c'est là qu'ils comprennent qu'en fait, les fake news sont lucratives. Ouais, elles sont lucratives ou elles influencent. C'est ça qui est dramatique. Et puis les fake news, elles fleurissent bien sûr, dans ces milieux qui ont de la défiance envers les institutions. Ce sont les milieux, voilà, complotistes, ou toutes ces personnes qui se disent qu'on ne peut plus faire confiance, au gouvernement, aux journalistes et cetera. Et donc, ils vont, entre guillemets, «croire et partager» plus facilement des fake news, et considérer ce que dit un journaliste est forcément une fake news. Voilà, que se raisonner et cetera. Donc ce sont des gens qui sont en, entre guillemets, «en marge du système». Ouais, et ça me fait penser effectivement, tu sais, quand il y avait eu, alors j'ai l'impression qu'un des premiers qui a fait du fact-checking, en tout cas dont on a parlé, c'était les Décodeurs du Monde, et qui avait été ça avait été un Oui. peu laborieux au démarrage, hein. Tout est savoir, qui était dans les bons médias, les mauvais médias, c'était un peu compliqué. Mais voilà, pour ce dont cette population que tu viens de décrire, quelque part, peu importe que tu leur dises: «Bah, ça, c'est une fake news, ça, c'est un mauvais média», c'est presque une confirmation en fait que, comme c'est le monde qui est derrière, c'est une confirmation en fait qu'il faut aller lire ces médias-là. Tu vois, il y a un côté un peu paradoxal. Donc ça veut peut-être dire qu'en fait, il y a des gens, on ne pourra jamais les convaincre. Exactement. En fait, j'ai lu un papier, je crois que c'était sur Numérama, sur les complotistes qui sont sortis de leur bulle, en fait. Et là, on comprend, en lisant le papier, que c'est pas le gars qui a été convaincu par un proche, c'est le gars qui s'est, entre guillemets, «déradicalisé» tout seul. Qui s'est dit: «Non, mais là, ça colle pas. Non, mais là, franchement, je suis dans un milieu, peut-être qu'ils sont un peu trop racistes, ils disent des trucs bizarres», et qui reviennent d'eux-mêmes, à la, entre guillemets, à la réalité, au monde réel, mais pas parce que quelqu'un leur aura fait la morale en disant: «Non, mais c'est pas bien, c'est des bêtises», et pas parce qu'il sera allé, sur, Vrai ou Fake, ou sur Check News de Libération. Ouais, Malheureusement, c'est c'est ce qu'on ça. aimerait, mais dans le monde réel, ça se passe pas trop comme ça. Nous, on est là plutôt pour parler à des personnes qui se posent des questions, mais qui ont encore un petit peu de raison et de rationalité, quoi. Voilà. Ouais, et encore la foi dans les médias et le journalisme qui se disent: «Bon, bah, voilà, j'ai une question, là, je suis rassuré ou pas rassuré, mais d'avoir une explication sur quelque chose qui me Mmh. paraît un peu gros que j'ai vu», et que souvent on voit donc Mmh. quand même sur les plateformes. C'est quand même là que se passe, que sont, enfin, qui joue un peu le rôle de caisse de résonance. Tu vu un peu une évolution entre 2000 à partir de 2016 justement de ces plateformes, du rôle des plateformes? Bah, écoute, là, j'étais très contente de voir que chaque rédaction, entre guillemets, «mainstream», se dotait d'une cellule de fact-checking. Donc ça veut dire que et même dans toute l'Europe, hein, dans les médias européens, on a des confrères qui font aussi du fact-checking, donc ça fait vachement plaisir. Moi, je le vois pas comme une comme une, forme de concurrence ou de compétition, parce que finalement, on lutte tous contre, la même chose qui est la désinformation. Et donc plus il y a de gens qui le font, et plus on pourra sensibiliser les personnes, à ces réflexes du fact-checking, du genre, voilà, tu attends de lire l'article en entier avant de le partager, tu essayes de pas partager sous le coup de l'émotion. Enfin, j'imagine, par exemple, enfin, je prends pour exemple les hoax en disant: «Oui, ma fille a eu le cancer, s'il vous plaît, donnez de l'argent». Ça date, d'il y a longtemps, et c'est des trucs qu'on partageait sous le coup de Ouais. l'émotion, mais qui finalement, c'était un peu, voilà, une sorte de canular. Et c'est, oui, c'est super cool de voir qu'il y a une évolution, et que chaque rédaction a pris l'importance de faire du fact-checking, et surtout de faire de la veille, en fait, parce qu'une fois qu'une vidéo, pour moi, une fois qu'une vidéo est virale, c'est très 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 compliqué de réparer les choses. Alors que si tu repères une vidéo qui commence à être virale, mais que tu lui coupes l'herbe sous le pied et que tu dis: «Bon, ben, je débunk ça, attends», et ben, ça ce sera mieux, quoi.
Et ça, on y reviendra effectivement sur les révélateurs. Mais là, moi, je voulais te parler des plateformes Facebook, YouTube, Twitter. Ah, des médias. Oui. Ouais, mais en même temps, voilà, qui joue ce rôle de caisse de résonance. Mais ta réponse, elle précède une de mes questions qui est sur le rôle des autres médias, et on y reviendra dans une seconde. Mais je voulais vraiment qu'on parle un peu de Facebook, dont on en a beaucoup parlé. Enfin, et Twitter aussi, hein, puisque enfin, le compte tu en parlais tout à l'heure, mais le compte de Trump, en l'occurrence, c'était peut-être le compte le plus suivi, une énorme caisse de résonance. Est-ce que tu as vu une évolution entre 2016 et aujourd'hui 2021 du rôle de ces plateformes? On les a beaucoup critiquées, mais est-ce que tu trouves que ça change aujourd'hui? Elles ont un peu changé dans la modération, dans la régulation? Oui, je pense qu'elles ont quand même fait des progrès, même si je les trouve un peu, frileuses et que souvent elles bottent en touche, hein. Moi, il y a des fois où j'ai contacté Facebook à propos de chaînes problématiques, YouTube pareil et après ils disent: «Bah non, voilà, on peut rien faire là-dessus». En fait, ils vont pas f enfin voilà, c'est pas parce qu'une chaîne, diffuse des fake news qu'ils vont, hop, tout de suite la supprimer, tu vois? Parce que en fait, ils ont 2 Ouais. façades. Il y a la façade, de l'argent, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, Facebook, YouTube, Twitter, ils gagnent de l'argent parce que les personnes restent longtemps sur les contenus, que ce soit, voilà, spectaculaire ou pas spectaculaire, mais malheureusement, les vidéos de fake news, elles attirent les gens comme des mouches et enfin, toi, moi, tout le monde. Ouais. Mais c'est voilà, on reste longtemps dessus et c'est un al et l'algorithme va donc favoriser les vidéos qui sont attirantes, en fait et fake news comprises. Donc ça, c'est un vrai problème. Par contre, là où c'est bien, enfin, je veux pas noircir le tableau totalement, mais c'est que, par exemple sur Facebook non, sur YouTube, j'ai pu voir, voilà, sur Facebook, j'ai des petits messages, enfin, j'ai pu voir apparaître des petits messages qui disent que ce contenu est un petit peu douteux ou que ce contenu, il est viral, mais que, il peut potentiellement poser problème. Par exemple, sur une vidéo complotiste aussi sur YouTube, j'ai vu, cette vidéo, parle, d'un événement, qui a vraiment existé le 11 septembre, sur une vidéo qui va, dire que c'est un complot et ce qui était le plus énorme pour moi, Ouais. c'était, vraiment quand Twitter, a mis un message, se questionnant en fait, voilà, c'était un tweet de Donald Trump sur le fait qu'il y avait des fraudes, pour la présidentielle, des fraudes électorales Électorale et là, sur tu avais ça. le petit Ah, message en dessous voilà. de Exactement. Twitter, je me souviens pas exactement des termes, c'était, «Bah, non, en fait, c'est un peu discutable» et voilà et que Twitter appose ce message sur quand même l'ex-président des États-Unis, je me suis dit: «Ah chapeau quand même». Ouais, Twitter est un peu en avance là-dessus. Facebook, probablement moins. On en parlait avec Cyril Franck, je faisais une pastille actu. Il y a eu cette lanceuse d'alerte, hein, de Facebook. Alors, c'est Frances Haugen, quelque chose comme ça. J'ai plus exactement son nom en tête, mais qui montrait qu'en interne, chez Facebook, bon, ils Mmh savaient les mh. dommages. Alors, c'est Mmh mh. que ça pouvait faire, mais ils faisaient passer le C'est ça profit avant. Donc, j'imagine c'est un peu la carte et de oui bâton. À la fois, il y a le profit et on l'a dit, les fake news génèrent plus de et vues, oui. donc plus de profit. Et à la fois, bah, il faut leur mettre énormément de pression pour les réguler, pour que ça fasse avancer, quoi. Donc ça avance quand même, peut-être pas aussi vite qu'on l'aimerait. Voilà, exactement et justement à propos de Facebook, là où j'ai eu une sorte d'épiphanie où je me suis dit: «Zut, on est mal barré», c'est quand j'ai rencontré, Roger Mhm. McNamee et Roger McNamee, c'est l'ancien, mentor de Mark Zuckerberg, et donc c'est lui qui m'a lui, il m'a dé voilà, il a publié un livre sur, le fonctionnement de Facebook et justement sur cet algorithme qui favorise les vidéos, horribles, et voilà, ça pose des questions vachement éthiques donc je trouve qu'elles sont dans une position complexe, les plateformes et s'il y a pas de régulation, de la part des États et des gouvernements, ce qui est compliqué, hein, par rapport à la liberté d'expression. C'est qui détient la vérité? Ouais, c'est pas parce que tu contactes Facebook en disant cette vidéo est fake qu'ils doivent forcément te croire et que c'est vrai C'est sûr, voilà, c'est sûr et tu puis il y a vois? même des gouvernements même qui font de la désinformation. Alors là, on est vraiment mal barrés. Voilà, donc le rôle des plateformes à réguler, c'est toujours ça, c'est donner la parole ou la couper, avec cette, c'est des sociétés qui doivent gagner de l'argent et ça, il y a pas de problème avec ça, mais c'est vrai que c'est Mmh. c'est pas évident. Je voulais revenir une seconde sur ce que tu disais tout à l'heure, donc qu'il y a d'autres médias dans le monde qu'évidemment tu ne vois pas comme des compétiteurs parce que ça aide. Donc, est-ce que tu as vu des initiatives à l'étranger qui sont inspirantes, 2-3 projets dont on parle que tu pourrais évoquer ici, qui aident aussi à lutter contre les fake news?
Alors malheureusement, j'en ai pas en tête comme ça. Je suis vite fait sur les réseaux sociaux, les enfin, par exemple, pendant le Covid, moi, comme le Covid était dans tous les pays, je me suis abonnée avec des listes Twitter à plein de médias en Amérique latine. Mais je vois qu'il y a une communauté très, 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 très forte qui. Enfin, en fait, c'est plus pas tant des initiatives à l'étranger, mais que des initiatives internationales de collaboration. Je pense à IFCN par exemple, Ouais. où des journalistes du monde entier vont se saisir de tel ou tel sujet, le traiter, essayer de bosser ensemble là-dessus. Donc, moi, je suis époustouflée par cette solidarité qu'il y a dans le monde du fact-checking. Je l'avais dit au début, c'est vraiment l'objectif étant vraiment de lutter ensemble contre la désinformation et pas de sortir entre guillemets une information en premier, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pas une course là à l'audience quelque part, c'est plutôt débunker, le faire savoir et le partager plutôt. Il y a pas c'est pas le Ouais. premier qui va débunker une fake news, quoi. Ouais, ouais, ouais et autre chose, enfin, alors pas forcément à l'étranger, mais en France, par exemple, je travaillais sur, les vidéos de Thierry Casasnovas et j'ai discuté, avec avec des personnes qui faisaient entre guillemets «du fact-checking» de chaque phrase, de chacune de ces phrases et qui sont des citoyens lambda et moi je trouve ça super. En fait, c'est de l'enquête collaborative. C'est des personnes qui se disent: «Bon, bah, voilà, cette personne elle est dangereuse, donc on va aller fact-checker, chacun de ses propos en allant, vérifier les chiffres et cetera», donc ça aide bien en tant que journaliste et c'est génial, quoi. Donc vous crowdsourcez, c'est du crowdsourcing de fake news. Voilà, bon, on vérifie toujours après ce que les gens ils fact-check finalement s'ils ne sont pas des journalistes professionnels. Évidemment, on va pas se dire: «Ah c'est bon, c'est quoi OK, on prend». Mais Ouais. ça, c'est cet esprit de communauté est génial. Et alors ce monsieur dont tu parles de mémoire, c'est une espèce pas de gourou, mais il prône des choses qui sont totalement fausses sur, la médecine, et la nutrition, hein, c'est ça? Oui, en gros, si tu l'écoutais, tu penserais que le diabète et le cancer peuvent se guérir en buvant des jus de fruits ou en mangeant des fruits et légumes crus, ce qui est totalement dangereux, quoi. Ah, mais en même temps, j'en mange et j'ai pas le cancer, donc c'est peut-être vrai. Alors ça, c'est la différence il faut faire la différence entre, la corrélation et le hasard, Voilà, exactement. Je te taquine évidemment, donc ça c'est bien de le faire, mais bon la évidemment. tâche est plutôt grande. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être améliorées, heu, autour du fact-checking? Alors, bon, il y a plein de sujets, hein. Il y a la technologie, l'éducation, la régulation, mutualisation, regroupement. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses dont on doit s'emparer encore plus, en France? Puisque là, c'est le pays sur lequel, bah, on on est en l'occurrence. Est-ce que tu penses qu'un de ces secteurs-là, je cite, mais il y en a peut-être d'autres, qui devraient vraiment être améliorés? Oui, clairement. Alors, il y a, sur tous les plans, déjà sur le plan, des journalistes, je pense qu'il y a un travail d'humilité à faire, juste parce que lorsqu'on utilise un ton un petit peu: «Attendez, asseyez-vous, je vais tout vous expliquer, je sais mieux que vous», ça marche pas, en fait et voilà, je pense qu'il faut être humble dans sa manière de présenter les informations et de dire voilà, d'être très neutre, en fait. Genre voilà, on a fact-checké ceci, cela, on est neutre, on fact-check tous les partis toutes les déclarations de partis politiques et cetera et voilà ce qu'on a, modestement et pas de dire: «Non mais de toute façon, vous êtes des abrutis et si vous croyez des fake news, c'est parce que vous êtes abrutis». En fait, je pense qu'il faut revenir de cette vision, de se dire qu'en fait tout le monde peut tomber dans le panneau des fake news, parce que les fake news parfois elles sont entre guillemets «à cheval avec la réalité». Ouais. Donc déjà et sur le plan plus, prévention, éducation, bien sûr qu'il faut aller, faut aller auprès des plus jeunes et leur expliquer. Mais je pense que les jeunes, ils sont malins parce que vraiment, quand j'étais aux assises du journalisme, je leur présentais des vidéos et ils me disaient: «Non mais c'est louche, c'est bizarre», et ils arrivaient à deviner, assez facilement, genre plus que moi, qu'une vidéo était potentiellement, trafiquée ou sortie de son contexte. Donc je pense qu'ils ont toutes les clés pour réussir. Alors ça c'est intéressant et alors un fait intéressant notamment de ta carrière, c'est que tu es aussi illustratrice. Et que tu travailles donc dans l'émission, C'est Jamy, alors ceux de ma génération connaissent bien, hein, C'est Jamy de C'est pas sorcier, où tu tiens une chronique et donc ça s'adresse plutôt aux jeunes et on retrouve cette émission dans l'espace, Lumni, l'espace jeunesse de France Télévisions. Hem,
enfin, dans quelle mesure la désinformation, cette lutte contre les fake news, c'est une priorité sur cet espace jeunesse? Là, toi, tu dis que donc tu t'es adressé à des jeunes dans ça existe du journalisme, mais comment vous en emparez de manière un peu plus structurée, notamment dans l'UMNI et chez Cejami? Alors écoute, s'ils m'ont engagée dans l'émission C'est jamais, c'était plus parce que, j'avais des talents artistiques de dessinatrice, plus que pour mon côté fact-checking. Mais après, évidemment, quand je fais mes chroniques, j'essaye de vérifier au mot près que tout est bon et que tout est carré et que tout est vrai. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément cette dimension lutte contre la désinformation. C'est plutôt expliquer, voilà, des petites choses amusantes en dessin. D'accord, OK et écoute, eh ben, en parlant de dessin, on essaiera peut-être d'illustrer, cet épisode. J'ai jamais fait avec un de tes dessins, parce que j'ai vu que tu croquais pas mal tu faisais pas mal de portraits. Tu peux nous parler un peu de l'UMNI quand même, cet espace jeunesse? Parce que j'ai vu quand même qu'il y avait pas mal de modules, autour de ça. C'est un sujet dont c'est forcément bien emparé France Télévisions. Vous avez été impliqué, toi, une partie de l'équipe de Vrai ou Fake? Alors, je sais que Julien, il a lancé, enfin Julien Pain, toujours, Ouais, Julien Pain, le encore rédacteur et en chef. toujours. Ouais. Pour moi, c'est évident, mais c'est oui, Julien Pain, rédacteur en chef de Vrai ou Fake. Il a lancé un format qui s'appelle Chasseur de fake et ce qui est super, c'est que lui, depuis un bout de temps déjà, il va dans les collèges et les lycées, pour, parler de fake news et là, son objectif, ça va être de fact-checker, des choses, qu'on dit, enfin les fact-checker des choses qui sont des thématiques qui sont évoquées par les collégiens et les lycéens. Donc ça, je trouve ça génial de faire du lien en fait avec des personnes jeunes et de les entraîner à aiguiser leur esprit critique parce que eux, ils sont mais 10 000 fois plus exposés aux réseaux sociaux que ma génération. Voilà, je suis de 87, hein. Mais donc Alors imagine-moi où ça c'est n'existe pas. important Il qu'ils y a sachent. il y a ma fille qui m'a demandé hier, si j'avais eu mon téléphone en sixième. Quand elle a compris que Ah! ça n'existait pas Ah oui! avant que je fasse mes études, c'était un petit choc. Ah oui. Mais ouais, ouais et tu disais alors par exemple, tu vois les jeunes exposés voient les vidéos pourtant aujourd'hui, enfin, tu vois la techno elle s'est vachement améliorée, il y a les deepfakes et cetera. Mmh. C'est impossible à distinguer en fait. C'est même pas en regardant la vidéo que tu peux le voir, c'est plus, est-ce que c'est pas plutôt, comment je prends chaque vidéo que je vais voir avec un, tu vois, en me disant, bah, est-ce qu'elle est vraie ou pas, et cetera. Tu vois, plutôt que essayer de distinguer sur la vidéo en elle-même ce qui peut être vrai ou un deepfake. Bah, là, c'est les deepfakes, c'est vraiment, entre guillemets alors on n'y est pas encore, mais c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur. Donc j'ai pu ouais, j'ai fait un sujet sur les deepfakes et justement, je regardais les applications où ils switchent ton enfin, ils prennent, par exemple, des extraits de Titanic et puis ils peuvent mettre ton visage dessus et c'est assez perturbant, en fait. Oui, parce que là, tu parles d'une app, qu'on peut trouver Ouais, sur des stores, c'est ça. donc c'est plus, réservé à quelqu'un qui sait bien manipuler et cetera. On parle vraiment d'un truc où un collégien, en quelques clics, peut transformer une vidéo et la partager et avec tout le pouvoir de destruction qu'il peut y avoir derrière. Bah, je oui, j'ai peur de ça. Après, j'ai pas l'impression qu'on y est encore, mais comme je suis assez pessimiste de nature, je me dis: «Bon, ça va arriver». Justement, pour la présidentielle, on se demandait si c'était, la présidentielle des deepfakes, mais apparemment les gens ils sont pas encore là-dessus. Mais, là il y a des études qui sont faites aux États-Unis, enfin des chercheurs qui essaient de mettre au point des logiciels. Je crois que ça a même été déjà fait, mais pour détecter s'il y a quelque chose de louche, sur une vidéo, tu vois? Ouais, donc ça, bah, voilà, il va y avoir un gros boulot, je pense, d'éducation, même si c'est pas pour ces présidentielles, on le voit, hein, j'en vois passer de plus en plus des apps où tu peux c'est des trucs plutôt rigolos pour le moment, et cetera, mais j'attends effectivement, comme tu l'as dit, si une app est tellement simple, dans la cour de récré, ça peut avoir un pouvoir destructeur assez fort. Ça nous permet de passer peut-être à la dernière partie, qui est ce que tu fais vraiment aujourd'hui chez les révélateurs, hein. Donc ça a été lancé en 2021, les révélateurs. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je lis la description officielle parce que je l'ai trouvée vraiment très pertinente et puis après tu pourras nous dire un petit peu, peut-être la jeunesse du projet. En moyenne, 35% plus viral, massivement diffusé et relayé, conséquence d'une défiance de plus en plus importante des publics vis-à-vis des médias et de celles et ceux qui y interviennent. Les fake news inondent le web, mais pas que, puisqu'elles pullulent également dans nos messageries privées et nos boîtes e-mail. Plus qu'une tendance, une lame de fond qui ratisse large, ce désordre de l'information n'épargne aucun sujet, aucun médium et aucune forme de communication. C'est pour lutter contre une forme particulièrement pernicieuse de cette désinformation que France Télévisions lance sa nouvelle cellule de fact-checking d'images et de vidéos, les révélateurs de France TV.
Donc là, on est vraiment sur l'image, hein, quelque part. Là, c'est un truc encore plus, une étape encore plus peut-être technique. J'ai l'impression que c'est assez unique dans le PAF, dans le paysage audiovisuel. Est-ce que c'est le cas? Et peut-être, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la genèse? Oui, bien sûr. La je trouve la description super. C'est pas moi qui l'ai écrite du tout, mais c'est vraiment ça. Je pense pas qu'il y ait d'autres initiatives similaires encore pour ce qui est de la télé, hein. Mais Mmh. typiquement, Le Monde, fait des enquêtes visuelles. Ouais, je leur fais de la pub parce que c'est trop cool ce qu'ils font, hein. On va pas se mentir. Ils en font des très, très Mais belles. Non, non, moi, j'en ai vu des très ouais, belles en préparant l'émission. ouais et bah, pour te dire la genèse, en fait, oui, déjà j'ai appris qu'en école de journalisme, l'image, elle percutait 10 000 fois plus que des mots, quoi. Et c'est peut-être pour ça que j'ai aussi fait de la télévision, mais il en est de même, les images qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc évidemment, il faut faire attention à ça. Et à Vrai ou Fake, quand je travaillais à Vrai ou Fake, l'année dernière, on avait fait une enquête visuelle portant sur le Haut-Karabakh et des drones israéliens qui étaient utilisés, par l'Azerbaïdjan, sur les Arméniens. Voilà. Donc on a identifié les drones et cetera. Donc Mmh. c'était ma première enquête visuelle et j'ai trouvé ça, trop, trop bien. Et puis après, voilà, Julien m'a dit que c'était une volonté, de France Télévisions de monter une cellule spécifiquement, consacrée à l'enquête visuelle. Et du coup, bah, voilà, je me suis dit que c'était une évidence qu'il fallait, s'y consacrer. Oui, on est les entre guillemets, peut-être les premiers de la télé en France à le faire, mais je pense que c'est absolument nécessaire et surtout, ça aurait été un peu honteux de la part du service public d'être les derniers. Non, je pense que c'est vraiment très, Ouais. très, très, très important. Donc, je peux te parler du coup des activités. Ce qu'on Ouais, fait. clairement, c'est ce qui m'intéresse. Alors après, je sais pas à quel point tu peux nous parler aussi des technos, les méthodes, Oui. mais ouais, ouais, c'est bien sûr, je t'en prie, vas-y, décris un peu votre travail, ce que vous faites, c'est hyper intéressant. Donc voilà, en fait, nous, on essaie de s'inspirer clairement de ce que fait le New York Times. L'enquête visuelle, c'est quoi? C'est à partir, d'images amateurs, voilà, qu'on trouve sur les réseaux sociaux ou qui sont, entre guillemets «en source ouverte», en open source. C'est reconstituer un événement ou établir des faits. Voilà, c'est comme un travail de policier et j'avais été assez époustouflée par le travail du New York Times sur, le meurtre du journaliste Khashoggi. Ouais, C'est un journaliste qui a disparu, enfin il était allé à l'am ouais, dans voilà, l'ambassade d'Arabie Saoudite ouais, en Turquie. c'est ça. Et ils avaient aussi reconstitué, presque minute par minute, la mort de George Floyd à partir d'images amateurs et d'images de vidéosurveillance. Donc ça, c'est une nouvelle forme de journaliste. Et en gros, voilà, tu sors pas de chez toi, tu étais comme ça avec ton ordinateur et et c'est un travail un peu de fourmi. Et alors Ouais. nous, c'est ce à quoi on aspire sur le moyen long terme, moyen terme de préférence. Mais en attendant, ce qu'on fait, c'est que voilà, il y a un autre problème, c'est que on a pu voir beaucoup de couacs, heu, à la télévision, d'images qui ont été, diffusées, venant des réseaux sociaux et qui représentaient un truc qui n'avait, rien à voir. Donc Ouais, un autre conflit, exactement, autre année, voilà. autre inondation, autre et Exactement. cetera. Rien ne Ouais. ressemble à une image de guerre autant qu'une image de guerre. Donc, notre objectif, ça va être, de servir de sorte de garde-fou. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écumer les réseaux sociaux, on va retrouver, des vidéos amateurs. Par exemple, aujourd'hui, on a travaillé sur une manifestation au Liban qui a dégénéré. Voilà, c'était une manifestation Qui s'est passé aujourd'hui, voilà, hein. qui s'est passé aujourd'hui. On enregistre le On est 14 le octobre. 14 octobre et voilà, et du coup, il y a eu des tirs dans les rues, c'était assez impressionnant, des manifestants qui se sont fait tirer dessus et qui ont répliqué. Voilà, on ne sait pas qui a commencé, mais on a retrouvé des images amateurs et on a passé, pas mal d'heures à géolocaliser, ces vidéos pour être sûr qu'elles avaient été prises au bon endroit, au bon moment et que c'était pas des vieilles vidéos. Et du coup, pour, presque chaque vidéo qu'on a proposée donc aux rédactions de France Télévisions. Donc nous, on travaille avec toutes les rédactions de France Télé. On pouvait géolocaliser, les vidéos amateurs. Donc ça, c'est super Donc important. c'est techniquement, vous allez dans les voir s'il y a des métadonnées, s'il y a des bâtiments que vous reconnaissez, c'est une vraie enquête policière.
Oh! Non, je pense que les policiers, ils vont quand même plus loin. Mais oui, c'est assez précis. On va, voilà, on va regarder la vidéo, on va regarder les indices qu'il y a dessus, genre, les inscriptions, la forme des bâtiments, le nom des boutiques, c'est ce on adore. On adore le nom des boutiques parce que c'est un très bon indice et on va comparer, dans Google Maps avec Street View. Donc c'est un peu du bricolage, hein, quelque part, mais on va scroller, on va jusqu'à ce qu'on retrouve l'endroit exact. Voilà, et ce qui permet, de d'utiliser des vidéos avec plus de sérénité que si tu te disais: «Bon, bah, ils disent que c'est au Liban, ça doit être au Liban», tu vois? Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est voilà, vraiment vérifier des vidéos amateurs et les fournir ensuite aux rédactions. Et quand je dis les rédactions, ce sont les rédactions nationales, France 2, France 3, ce sont les régions de France 3. On a aussi vérifié une vidéo d'un accident de train. C'est un TER qui percute un semi-remorque à Nancy. Et du coup, on voit passer, alors on nous signale une vidéo, un collègue à nous, nous signale la vidéo et du coup, on a réussi à géolocaliser exactement et on s'est dit: «Bah ouais, ça colle, c'est le même camion» et on contacte le gars qui a publié la vidéo qui nous dit: «Oui, c'est un collègue de la SNCF qui l'a tournée» et cetera. Donc on essaie de remonter à la source, voilà, pour éviter que ce soit l'anarchie et que les gens, ils piochent n'importe comment et fassent leur sujet n'importe comment avec des images qui sont pas adéquates, en fait. Et donc ça, c'est notre travail au quotidien, c'est vérifier, authentifier et repérer si c'est un fake ou pas. Voilà. Mmh. Et ça Et ouais. et c'est ce qu'on appelle, parce que je l'ai pas dit, hein, mais c'est donc, l'open source intelligence quoi, OSINT ou OSINT, je sais pas comment on le prononce, c'est toute une méthode. Ce que je viens de te décrire, c'est plutôt de l'IMINT, Imagery Intelligence. Et l'OSINT, c'est encore quelque chose d'un petit peu différent. OSINT, c'est enquête en source ouverte. Et donc, c'est pas forcément lié à l'image. Et donc, là, l'OSINT, ça va être vraiment, bon, bah, il y a des fichiers sur des fortunes qui ont leaké, qui ont fuité, et nous on va analyser et voir qui détient quoi, dans quel compte offshore, dans quel pays. Bah, ça c'est un peu de l'OSINT en fait. Enfin c'est carrément de l'OSINT. Et nous, alors on fait de l'OSINT aussi, mais nous notre priorité c'est l'IMINT, donc Imagery Intelligence, c'est vraiment prendre la vidéo, la décortiquer et établir des faits à partir de ça. OK, et donc là, tu disais, alors un «bricolage» entre guillemets, en tout cas, vous coupez les sources. Est-ce que vous avez développé des technologies? Je pense par exemple, tu sais, à l'INA, qui avait développé une techno qui était plus non pas pour lutter contre les fake news, mais pour, les droits à l'image, était capable de repérer dans des images, d'autres types d'images. Est-ce que vous avez vous appuyez sur des technologies qui vous permettent un peu de vérifier tout ça? Alors, c'est en cours de développement. En gros, notre objectif à long terme, c'est d'avoir une sorte de base de données qui serait les archives des vidéos qu'on a vérifiées et que n'importe quelle personne puisse, mettre une vidéo qui lui semble louche ou qui lui semble ancienne et pour pouvoir comparer, avec, les vidéos qu'on a déjà vérifiées. Donc, comme ça, Une n'importe qui espèce de Hoaxbuster, peut-être. mais de vidéos. J'adore Ouais, ce site, j'ai des passé du totalement. temps sur Hoaxbuster, je me suis dit: «Ah». Non, non, mais oui, oui, c'est le but. C'est carrément le but. Et sinon pour nos au jour le jour, on fait vachement de l'image inversée, on utilise, des outils, comme enfin, qui sont entre guillemets «à la portée de plein de gens», qui sont InVid. Les métadonnées, Mmh. ça peut être utile. Le problème, c'est que dès qu'une vidéo est passée, dans les réseaux sociaux, elle perd ses métadonnées. Donc j'entends par métadonnées le lieu où ça a été tourné, la date et cetera, le type d'appareil. Ça, on l'a plus forcément. Donc voilà, on va passer des vidéos dans InVid et puis, ce qui est génial, c'est qu'il y a certains sites qui arrivent à te reconnaître, un immeuble, ou une plage, tu vois? Je mets une photo de plage, et il me reconnaît que c'est Hawaï, c'est extraordinaire. Il y a même des intelligences artificielles qui font de la reconnaissance faciale. Voilà. Ouais, ouais, donc ça, c'est fou. Mais alors après, qui s'appuie sur des bases, open source ou sur qui? Quelque part, si tu as une photo aujourd'hui, tu vois des gens, tu fais une reconnaissance faciale, mais ça va s'appuyer sur quelle base de données? Beh, Facebook peut ah oui, peut-être, tout mmh mh. simplement sur toutes les images que tu peux trouver sur internet? Bah, je pense à un logiciel qui s'appelle Pimize. Bah, je l'ai testé, hein. En gros, j'ai mis ma photo et il m'a reconnue Ouais. et puis il m'a ressorti des trucs que j'avais jamais vus de ma vie. Et en fait, et puis il calculait la ressemblance, hem, mais il est allé chercher des photos qui existaient sur des sites ou des blogs, mais pas sur les réseaux sociaux.
Il va pas chercher. Donc D'accord. c'est entre guillemets un problème Et alors, techniquement. pardon, mais comment des photos que tu connaissais pas de toi, c'est-à-dire? Mais oui, je pensais que je contrôlais vachement bien mon image, mais non, en fait, c'est juste que j'allais à un mariage avec mon père, et puis un photographe de rue qui nous a pris en photo, et hop, il est parti en disant: «Ouais, je vous enverrai la photo». Il l'a jamais envoyée, et je me suis dit: «Ah, c'est dommage», et puis en fait, il avait publié sur son blog, mais sans mentionner mon nom, sans m'avoir prévenu, et du coup, cette photo, si j'avais pas interrogé l'intelligence artificielle, je l'aurais jamais retrouvée de ma vie, en fait. C'est flippant. C'est assez intéressant parce que bah, oui, totalement. Après là, en l'occurrence, dans ce contexte, c'est plutôt, c'est rigolo. Après, je sais pas si la photo est bien, j'étais content d'avoir cette photo, mais c'est vrai que c'est un petit peu flippant et tout ça, c'est totalement disponible pour, le commun des mortels? Alors, oui, en fait, il y a des outils qui sont payants. PMice, c'est payant. Pour avoir accès à Google Maps, c'est gratuit, ça, c'est cool. Mais, il y a, par exemple, pour avoir, accès à des images satellites, par exemple, pour vérifier s'il y a eu une catastrophe naturelle ou pas, presque en temps réel, ça, c'est de l'intelligence, enfin, de l'IMINT, mais il faut payer. Ouais. Faut payer. Ouais, ouais, effectivement. Bon, là, c'est leur business, c'est normal. Oui, Sur les révélateurs, si je prends un peu de hauteur en tant donc c'est pas une émission, c'est un service, de France Télévisions et donc vous abreuvez, vous alimentez les rédactions. Est-ce que vous avez des objectifs? Tu parlais de ces reportages du New York Times. Moi, j'avais vu notamment celui sur, l'explosion ah à oui, Beyrouth. oui, aussi. Hem, heu, Vous avez envie de faire ce genre de format? Ah mais oui, mais moi j'ai des étoiles dans les yeux quand j'y pense. Ce serait Heu, ce serait c génial qu'on le fasse. Celui-là, faudrait que je mette le lien dans le podcast parce que c'est assez C'est fantastique, hein. incroyable. Voilà, après bon, Mais c'est toujours bien d'avoir des sources d'inspiration. Ils sont vraiment très, très en avance. Je pense que c'est un peu des pionniers. Le Washington Post aussi, ils font des choses très bien en enquête visuelle, et en fait, en gros, quand je regarde ces vidéos, ça me fait rêver, et après je regarde les crédits et je vois qu'à la fin, tu as 16 personnes qui ont bossé dessus. Genre, tu as, 5 infographistes, 3 monteurs, j'en sais rien, 5 journalistes, bon, et nous, dans ma cellule, les révélateurs, bah, on est 3. Donc on fait ce qu'on peut, et écoute, ouais et c'est un début quelque part. J'imagine oui, qu'après plus voilà et déjà, je pense que vous soyez là, c'est bien, que vous puissiez alimenter les rédactions et sur des bonnes pratiques, oui, c'est bien et oui. je pense qu'il y aura il y aura des sujets. On arrive au bout de cet épisode, Linlan. Est-ce que c'est peine perdue de lutter contre les fake news? Je te provoque avec une dernière question, mais c'est vrai que dans cette représentation un peu complotiste, anti-système, il y a des gens, on l'a dit tout à l'heure, ils peuvent pas être convaincus et une fois que le dommage d'une fake news est fait, d'une mauvaise vidéo, est-ce que non, ça a quand même une utilité encore? Je pense que bien sûr que ça a une utilité, sinon je ferais pas ce métier, je démissionnerais et j'irais, élever des chèvres dans le Larzac. Non, je crois vraiment à ce que je fais, et je pense que, bah, c'est peut-être un peu manichéen, je suis peut-être, enfin, je vais te répondre de façon très personnelle, mais j'ai l'impression de lutter, pour le bien public, et pour moi, c'est une forme d'engagement pour améliorer la vie des gens, et pour moi, plus le savoir s'étend, plus la connaissance s'étend, et moins tu as d'obscurité. C'est un peu, Star Wars ce que je dis, mais je pense qu'il faut le faire. Non, Et non, mais si on c'est le fait c'est pas, qui très le juste. fera? Si on le fait pas, qui le fera? Et par exemple, je suis aussi engagée, enfin, je suis féministe, je n'aime pas le patriarcat. Je pense que quand je mourrai, le patriarcat sera encore là, mais ça ne m'empêche pas de lutter contre, et c'est pareil pour les fake news. Voilà, je veux pas me dire que c'est peine perdue, et je pense que la société, peut évoluer, positivement. On l'a vu avec le féminisme, la condition des femmes a évolué positivement, même s'il reste encore des choses à faire, et je pense que c'est pareil pour la lutte contre la désinformation. Les gens, à un moment donné, ils vont s'éduquer, on va les aider à avoir des outils, à aiguiser leur esprit critique, et voilà, quoi. Enfin, je l'espère, j'y crois. J'y crois aussi, évidemment et en tout cas, tu œuvres vers ça donc merci pour ce travail et longue vie au révélateur, évidemment. Merci pour ton temps, Linlan, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Merci, merci beaucoup. Et merci à vous qui avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous trouverez dans les notes de l'épisode, tous les liens pour, suivre Linlan, voir ses illustrations notamment, et pour toutes les émissions qu'on a citées, de chez France Télévisions. Linlan, à bientôt tout le monde et merci de votre écoute. Salut. Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, ça m'aide à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager autour de vous, chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre stratégie de présence en ligne, la refonte de votre site ou encore l'obtention d'une subvention, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mediarama@causavostra.com. À bientôt!